fini par trouver l'Atlantide. Mes sacrifices financiers pour me payer une greffe de branchies n'auront pas été vains. La cité engloutie n'a jamais été émergée, elle n'a jamais été engloutie. Elle a toujours trôné, ici, au centre de la Terre, en plein milieu des volcans sous-marins de la dorsale médio-atlantique. D'imposantes bulles de soufre rouge s'échappent des cheminées et éclairent légèrement l'obscurité des profondeurs abyssales. Ma lampe torche clignote. Elle n'a presque plus de batterie. Je me concentre pour me souvenir de ce que je vois tant que je vois. Au loin, je n'ai jamais été si près du but, se trouve une magnifique citadelle troglodyte faite d'oricalques. Elle a été construite sur une faille, un canyon sous-marin qui semble s'enfoncer encore plus profond que les abysses où je me situe déjà. Orthogonalement à la faille, il y a des colonnes de style gréco-romain aux couleurs vives. Les fortifications de la ville sont faites de coraux rouges et oranges. Je ne distingue pas ce qu'il y a derrière, tant l'épaisseur et la hauteur du mur sont démesurées, à part un gigantesque dôme doré qui brille dans l'obscurité des profondeurs. Entre deux colonnes, une porte entourée d'algues rouges et gardée par deux sirènes barbues, armées du trident de Poséidon. Je me suis toujours senti comme un poisson dans l'eau. Je n'ai jamais appris à nager, j'ai toujours su nager. Ma lampe torche s'éteint définitivement. Je me concentre pour visualiser mes souvenirs et j'essaye de me diriger tant bien que mal à la porte d'algues. Je n'ai aucune idée de comment communiquer avec les sirènes. Ont-elles des oreilles? Je les entends chanter. Ulysse fit les frais de leur chant dans l'atmosphère, il en devint fou. Sous l'eau, leur chant est d'une beauté à couper le souffle. Il est harmonique, aérien, magnifique. J'ai l'impression d'entendre l'univers chanter de sa voix cristalline et spatiale. Je suis hypnotisé par leur voix, elles m'appellent comme Ulysse. Alors que je me laisse bercer par le courant, j'arrive finalement au niveau de la porte. Les gardes ont de petites lanternes dont la lueur faiblarde peine à éclairer leur visage. À mon passage, ils ne bougent pas, ne bronchent pas, et me laissent entrer dans la cité légendaire. De l'autre côté du mur de corail, tout est éclairé par de puissantes torches. Les murs des bâtiments sont dorés, bâtis en oricalques. Il y a de majestueux jardins d'huîtres tutorées, de coquilles Saint-Jacques sauvages et des prairies verdoyantes de salicornes. Des bernards l'ermite se baladent dans les potagers océaniques et mangent des feuilles d'algues rouges. Il y a une multitude de bancs de poissons, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Les sirènes ont des cheveux faits en or. Certaines ont aussi une barbe dorée, d'autres non. L'écaille de leur queue est grise, mais un reflet rose envoûtant transpire leurs mouvements. Tout m'émerveille. J'ai l'impression d'être enfin arrivé chez moi, comme si, moi aussi, j'étais une sirène. Elles ne me prêtent aucune attention, comme si elles s'attendaient à me voir, comme si elles avaient l'habitude de croiser un humain bipède. Elles ne parlent pas, elles chantent pour communiquer comme les oiseaux. Je bois leurs paroles, comme une musique divine et inspirante. Poséidon, le dieu de la mer, est une sirène. Je me demande comment je vais pouvoir manger sans avaler la tasse. Au moins, je n'aurai pas besoin de saler mes plats. Je finis irrémédiablement par me retrouver au centre de la ville. Le palais de Poséidon est immense, son dôme d'oricalques domine la cité. À son sommet trône un trident, comme un paratonnerre sous-marin. À ses pieds, je me sens tout petit comme un plancton devant une baleine, et pourtant, mon intuition continue de me porter. Je rentre dans le palais, et j'ai l'impression de rétrécir tant il est immense. Le dôme culmine à plus de 20 mètres de hauteur. Son intérieur est peint d'une fresque magnifique et semble raconter l'un des mythes de ce peuple inconnu. Des sculptures bariolées de sirènes se trouvent en cercle au sol sur le pourtour du dôme. On y voit des sirènes construire des colonnes et des échafaudages sous-marins. Lorsqu'un séisme est détecté, les sirènes renforcent les plaques tectoniques comme des ingénieurs miniers pour éviter que la terre ne tombe sur elle-même. Elles disposent aussi des algues entre les couches terrestres pour les aider à glisser les unes sur les autres et pour limiter la puissance des tremblements de terre. Du moins, c'est ce que je crois comprendre en voyant cette immense fresque de peinture et de sculpture.
c'est l'histoire que je me raconte. Au milieu du palais, la faille s'impose et un escalier se dessine pour accéder aux profondeurs après les abysses. Je m'y dirige et l'une des sirènes me donne une lanterne faiblarde. Sur les flancs de la faille, de nombreuses galeries sont éclairées par des poissons lanternes. Ils sont les passeurs de ce labyrinthe sous-marin. Mes yeux finissent par s'habituer à l'obscurité et la lueur de la lanterne me paraît désormais adéquate. J'y croise toutes sortes de poissons nageant dans leurs maisons. Le palais de Poséidon est un refuge de couleurs et de différences. Les requins gris sont formellement interdits. Je continue à m'enfoncer, me demandant ce que je vais trouver. Je me laisse envelopper par la noirceur des environs, qui n'est brisée que par ma lanterne. Plus je descends, moins il y a de poissons, mais ils sont de plus en plus gros. À une certaine profondeur, il n'y a plus ni algues ni coraux. Les poissons des abysses me saluent. Ils semblent étonnés de me voir et je me dis qu'ils ne sont pas habitués à avoir des visiteurs. Ils ont un aspect horrifique, préhistorique, des mâchoires proéminentes et énormes, leurs écailles sont translucides. Mais en discutant avec eux, je me rends vite compte qu'ils sont d'une gentillesse et d'une hospitalité hors norme. Il y a de plus en plus de cheminées de soufre, et les bulles me chatouillent la peau. Lorsqu'elles éclatent, une poudre rougeâtre explose. J'ai l'impression d'être dans un bain frais de bulles obscures. Je finis par toucher le fond de la faille, je vois un dernier trou, une dernière cheminée, gardée par de sirènes abyssales translucides. Des lucioles marines y émettent une lueur verdâtre, et aucune bulle de soufre ne s'en échappe. Je suis un peu effrayé, mais je décide tout de même de descendre dans le trou. J'ai peur de voir Hadès ou le Cerbère. J'ai peur de me noyer dans le Styx. La cheminée dispose d'une magnifique échelle forgée en mithril bleu-gris. J'arrive dans un gigantesque cratère marron. En son centre, une immense boule de métal argenté bout. Les bulles explosent en un son métallique, strident. Je suis dans le noyau terrestre. Au centre de la Terre, au milieu du métal gris en fusion, se trouve un nain géant, beaucoup plus grand que moi. Il a la barbe et les cheveux argentés ainsi que le regard malicieux. Ses yeux sont bleu-gris comme le mithril de l'échelle. De son marteau, il frappe le métal liquide et l'onde de choc se répercute en séisme à la surface terrestre. Il aime la montagne et il veut en créer partout sur Terre. Il a aussi peur de la platitude que la plupart des êtres vivants ont peur du vide. Il m'explique qu'il est le forgeron de la Terre qui sculpte de son marteau sa croûte. Jadis, il a engagé les sirènes pour contrôler la puissance de ses coups et que l'impact des séismes ne détruise pas tout. Il recherche un peintre pour colorier les montagnes et les grottes. Il me demande si je sais peindre et me confie la tâche de colorier le monde de mon imagination.